Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est le vice-président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également le président de l'opérateur téléphonique Virgin Mobile. Alors aujourd'hui, l'économie française se porte mal, tous les voyants sont au rouge, la vie politique est secouée par des scandales quotidiens et les entrepreneurs, dans ce contexte, s'interrogent sur la croissance, le pacte de responsabilité, les seuils sociaux, la fiscalité, etc. De nombreuses questions que nous allons vous poser dans cette édition de Face aux chrétiens avec Nathalie Birchem pour La Croix, avec Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et avec Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. Bonjour. Et c'est Nathalie Birchem qui vous pose la première question. Alors, mercredi, le gouvernement a revu officiellement ses prévisions de croissance, 0,4% cette année, 1% l'année prochaine, c'est beaucoup moins que ce qui était prévu. Pourtant, l'INSEE a aussi annoncé qu'on avait créé des emplois, un petit peu, 8000, au deuxième trimestre. Alors, d'un point de vue de chef d'entreprise, d'un point de vue de dirigeant d'organisation patronale, est-ce que la reprise va venir? Et si elle n'est pas là maintenant, quand est-ce que vous la voyez venir? Geoffroy Roux de Bézieux. C'est une question un peu difficile. Bon, d'abord, sur le fait que le gouvernement ait revu ses chiffres de prévision, je crois que c'est une bonne chose. Personne ne croyait plus aux chiffres pas crédible. de 1 et de 1,5%. Et pour la crédibilité de la France, notamment en Europe, je pense que c'était urgent à faire. Le 0,4, pareil, on est au mois de septembre, hein, donc on a à peu près une idée de comment ça va se terminer, paraît crédible, et le 1% paraît crédible. Sur les chiffres de l'INSEE, les chiffres sont un peu contradictoires, puisque suivant la manière dont on compte, suivant les inscrits à Pôle emploi, les emplois de l'INSEE, on arrive à des chiffres qui sont finalement assez proches de zéro. C'est-à-dire qu'on est, certes, l'INSEE dit on a créé 8000 emplois nets, mais quand on regarde la cause, par exemple, ou Pôle emploi, on a plutôt détruit de l'emploi. Donc on est sur un chiffre très élevé de chômage. Et on n'est pas en capacité de créer de l'emploi. Tout simplement parce qu'on a une population active qui croît et que pour que l'emploi, le taux de chômage ou le taux d'emploi reste le même, il faut en fait qu'on ait plutôt au-dessus de 1%, même au-dessus de 1,5% de croissance. Donc pour l'instant, on est à l'arrêt tant qu'on ne sera pas... On est à l'arrêt. Alors, pourquoi on est à l'arrêt? Il y a deux choses. Il y a du conjoncturel et du structurel. Le conjoncturel, c'est le climat... extrêmement difficile. L'économie de marché, c'est l'économie de confiance. Et les ZIG et les ZAC qu'a fait le gouvernement depuis 2 ans, la masse des prélèvements obligatoires qui s'est abattue sur les entrepreneurs et sur les entreprises, mais pas depuis 2 ans, depuis 2010, puisque, il faut le dire... Hein, même sous Sarkozy. La fin du gouvernement Fillon-Sarkozy, pour essayer de combler le déficit, a augmenté les prélèvements plus ou moins de 30 milliards d'euros. Et puis on a eu une deuxième couche de 30 milliards d'euros, je parle là entreprises et ménages, sur la période 2012-2014. Mais il y a un phénomène structurel. Depuis 30 ans, la France a fait le choix d'une politique de demande financée d'une part par la dette, c'est là où on en est, et d'autre part par une augmentation des impôts. Et ça, c'est un choix constant, politique, de la gauche comme de la droite, avec des petites variations. Donc on a détruit l'appareil productif et on est obligé... Détruit. Vous pesez vos mots. Oui, parce que le poids de l'industrie, par exemple, qui a baissé très 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 fortement en France, grosso modo 30% du PIB en Allemagne et, suivant les chiffres, 15% en France. Tout ça, on le paye aujourd'hui, donc on a énormément de réformes à faire dans un contexte international qui est difficile. Romain Mazneau, RCF. Alors, le gouvernement a aussi revu à la baisse ses objectifs de réduction de déficit. Vous dites, vous, qu'il faut réduire les déficits, mais dans le même temps, on constate que les recettes fiscales se sont effondrées, notamment avec l'impôt sur les sociétés, moins 41% en un an, je crois. C'est lié au crédit impôt compétitivité, en partie. Et comment on fait pour réduire à la fois la fiscalité sur tous les fronts, ménages, entreprises, et réduire les déficits? Est-ce que... vous allez dire qu'il faut réduire les dépenses publiques, mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on peut lutter contre les déficits sans augmenter les impôts? Geoffroy Roux de Bézieux. L'exercice est difficile. Juste un mot sur la baisse des recettes de l'IS. De l'impôt sur les sociétés. De l'impôt sur les sociétés. Il y a une partie, vous avez raison, qui vient du CICE, à peu près la moitié. Mais le reste, c'est tout simplement la manière dont Bercy calcule les prévisions budgétaires. Ce qui est extraordinaire dans la manière dont on travaille dans ce pays sur les impôts, c'est qu'on raisonne toujours à assiette constante. C'est-à-dire que on n'anticipe jamais les variations économiques d'un côté et les changements de comportement des acteurs de l'autre. Je vais donner un exemple très très simple. On a augmenté la TVA sur les services à la personne.
Bercy imaginait qu'il y avait une rentrée supplémentaire. En réalité, il n'y a pas de rentrée supplémentaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, une partie de l'économie est allée non déclarée. C'est-à-dire cette vision absurde que l'assiette est fixe et que donc il suffit de faire varier le taux pour augmenter les recettes, c'est quand même une manière de fonctionner qui est absurde. Alors pour répondre à votre question, oui, il faut le faire. Il faut le faire pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. C'est notre crédibilité en Europe. Tous les autres pays autour de nous l'ont fait. Et ils disent, mais écoutez, les Français, vous avez trop tardé, vous êtes comme la cigale de la fable de La Fontaine, maintenant il faut le faire. Est-ce qu'on peut le faire tout en relançant à travers des baisses d'impôts? Oui, parce que le poids de la dépense publique en France est la plus élevée dans toute l'OCDE avec le Danemark, 57% du PIB, qu'il y a des pans entiers d'inefficacité dans l'ensemble des dépenses qu'on fait. Vous avez qu'à vous promener en France et voir la quantité de ronds-points qu'on construit. Donc je ne peux pas croire que les 21 milliards d'euros d'économies qui sont prévus l'année prochaine et les 50 sur 3 ans ne peuvent pas être faits. On doit pouvoir faire même plus et plus vite. Louis Dauphren, cette politique de la demande, ces choix qui ont été faits, augmenter la fiscalité, cette façon de voir, de percevoir les choses que vous venez de dénoncer, à quoi l'attribuez-vous particulièrement? Est-ce que c'est lié à un système qui est bloqué, qui est endogame? Est-ce que c'est lié au recrutement des élites? À quoi est-ce lié précisément? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Parce que vous dites droite-gauche, finalement, au bout de 30 ou 40 ans, sont arrivés peu ou prou aux mêmes méthodes et aux mêmes résultats. C'est une question assez complexe et je ne crois pas qu'il y ait une réponse simple, parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. On constate que malgré les différences politiques qui se manifestent aujourd'hui beaucoup plus sur les questions sociétales, la politique qui a été suivie est la même. Ce choix, je pense qu'il a été fait parce que c'est le choix de la facilité. Le choix de la dette, c'est le choix de la facilité. C'est le choix de la non-réforme. On est un pays qui a deux caractéristiques, celui de s'appuyer sur la conviction que l'État a un rôle primordial à jouer dans la vie économique. C'est une conviction qui pouvait se comprendre dans les années après-guerre, mais que jour après jour, les autres pays démontrent que c'est plus le cas. C'est un héritage historique. C'est un héritage historique, mais qui remonte peut-être à plus loin, Napoléon, à Colbert. Et puis aussi le pays du chacun pour soi, c'est-à-dire qu'on a essayé, si je suis juste depuis 30 ans, on a essayé de faire des réformes. Mais à chaque fois que c'était difficile, à chaque fois qu'il y avait un lobby où, vous savez, on dit toujours dans chaque niche il y a un chien, donc un chien qui aboyait dans la niche, on a reculé. Alors bon, on peut citer les plus exemplaires qui sont la réforme des retraites, les taxis, etc. Mais donc on n'a pas fait les réformes qu'il fallait, et parce qu'il fallait quelque part relancer l'activité, le plus simple c'était de s'endetter pour donner... entre guillemets, ce qu'on appelle du pouvoir d'achat. Je voudrais juste m'arrêter 2 minutes sur ce point. Cette affaire de ménage contre entreprise, pouvoir d'achat, relance par la consommation, c'est une hérésie, c'est du keynésianisme mal digéré, pardon. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on relançait par la consommation, on augmentait, minima sociaux, on le fait un petit peu d'ailleurs, le SMIC, les salaires, etc., qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie qui irait en épargne. Aujourd'hui, le taux d'épargne des Français, c'est 16%. Donc, c'est le pays qui épargne le plus. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Les Français, c'est pas idiot. Ils savent qu'on est endetté. Ils se disent, si on me donne de l'argent, je vais le garder parce qu'on va augmenter les impôts après. Et le reste irait en consommation. Consommation de biens et de services qui sont, surtout les biens, peu produits en France, puisqu'on a détruit, entre guillemets, l'appareil industriel. Et donc, on augmenterait le déficit commercial. Donc, c'est absurde comme politique. Nathalie Birchel-Lacroix. Donc, puisque le gouvernement a fait le choix de l'offre avec un montant inédit, 41 milliards d'allègement de charges d'ici 2017, qu'est-ce que vous allez en faire? Enfin, vous, pas personnellement, mais dans les entreprises. Je peux répondre personnellement. Enfin, dans l'entreprise, pas personnellement, parce que les allègements de charges, c'est pas moi. Ça sera intéressant de savoir ce que vous allez faire à Virgin Mobile. Notamment, on voit que les négociations sur les contreparties à ces allègements de charges patinent. Le patronat a du mal à s'engager. Je pense que les Français ont sans doute envie de savoir à quoi, si cet argent va être bien employé et à quoi il va être employé. Est-ce que ça va aller aux actionnaires, Geoffroy Roux de Bézieux? Est-ce que ça va dans leur poche? Est-ce que ça va? Où ça va? Je vais répondre à cette question. Expliquez-nous. D'abord, juste pour recadrer les choses, il y a effectivement la totalité du PAC, c'est 41 milliards d'euros. Mais sur l'année 2014, les chiffres ont été publiés par ici, il n'y a que 4,7 milliards d'euros qui ont été versés. Ce qui veut dire qu'en réalité, avec l'augmentation des autres taxes, notamment la fiscalité locale, un certain nombre d'augmentations de taxes qui avaient été embarquées, au périmètre des entreprises sur 2014, les impôts, enfin, l'ensemble des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises continuent à augmenter. Donc,
la première réponse... Vous voulez dire que ces milliards sont partis dans les impôts? Mais c'est tout simplement, vous avez, le gouvernement avait programmé un certain nombre d'augmentations de taxes. La fiscalité locale, j'insiste sur ce point, augmente de plus de 4% par an en moyenne. Donc il y a des impôts qui ont déjà été programmés en 2013 pour augmenter en 2014. Pour une somme qu'on a du mal à évaluer, parce que les fiscalités locales, on n'a pas un observatoire qui soit national, mais probablement entre 5 et 6 milliards. Okay. L'année prochaine, ça continue. Donc la première chose, si vous voulez, c'est qu'il faut que les baisses pacte de responsabilité commencent à être supérieures aux hausses qui sont là par ailleurs, puisqu'il faut faire un solde. La deuxième chose, c'est que les marges des entreprises sont tombées en 2013 au plus bas historique, à 29, un peu plus de 29%, plus bas historique, plus bas en Europe, et qu'on va reconstituer nos marges. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire avec ces marges reconstituées? Dans 95% des cas, c'est pour gagner des parts de marché, pour développer l'entreprise. Alors après, vous avez des tas de cas de figure. Vous avez de l'investissement, vous avez des baisses de prix, des gens qui ne sont pas compétitifs parce que confrontés à la concurrence internationale, qui vont baisser leurs prix pour essayer de gagner des parts de marché. Vous avez peut-être des gens qui vont augmenter des salaires pour recruter des gens qui ne savent pas recruter. Et il y aura peut-être une partie qui ira dans les dividendes, mais tout cet argent est fongible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut payer le capital, il faut payer ses salariés, il faut investir. C'est la décision du chef d'entreprise. Et chaque cas d'entreprise est différent parce que il est soumis à des concurrents différents. Alors chez vous, par exemple, vous dirigez un opérateur téléphonique, Virgin Mobile, vous avez reçu combien? Vous allez en faire quoi? Le CICE à plein régime, c'est-à-dire à 6%, donc pas sur 2014, pour Virgin Mobile, c'est moins de 200 000 euros, sur un chiffre d'affaires d'un peu moins de 500 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'on a des salariés qui sont plutôt bien payés, on a des ingénieurs, on a des informaticiens, on a des gens de marketing. Le salaire moyen est au-dessus de 4 000 euros. Et donc, l'impact du CICE est assez faible. Assez faible. Et puis on a une organisation qui est très décentralisée, puisque par exemple les centres d'appel sont sous-traités, les équipes commerciales sont sous-traitées, donc il y a une partie du CICE qui va chez nos sous-traitants. Et avant que vous posiez la question, on n'a pas commencé de négociation pour leur dire rendez-nous le CICE sous forme de baisse de prix, puisque je sais qu'il y a eu des... Et donc ces 200 000 euros, vous en faites quoi alors? Écoutez, je ne sais pas. C'est d'abord, c'est tout petit. À l'échelle d'un EBITDA, enfin d'une profitabilité qui est autour de 20 millions. Donc c'est honnêtement très très faible pour nous. Et je n'ai pas fait le calcul très précisément, mais je pourrais le faire. L'ensemble des taxes qu'on paye par les télécoms sont un secteur particulièrement gâté de ce point de vue-là et certainement supérieur à 200 000 euros. Romain Masneau, RCF. On entend souvent dire que le marché du travail en France n'est pas assez souple. Quel bilan tirez-vous de l'accord interprofessionnel que le MEDEF avait signé avec 3 syndicats il y a 1 an et demi sur la flexi-sécurité? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est un bilan très contrasté. Très très contrasté, on peut dire les choses comme ça. En gros, l'élément majeur de cette... Enfin, pour la partie flexi-sécurité, il y a d'autres choses dans cet accord. C'est permettre à des entreprises en difficulté de moduler les salaires, enfin les augmentations de salaire, dans les salaires dans l'absolu, mais c'est plutôt les augmentations de salaire, et le temps de travail sur une période courte pour faire face à ces difficultés. Donc, en gros, ça va mal, plutôt que de licencier, on dit aux gens, vous allez travailler non pas 35 mais 38, et on bloque les salaires, par exemple, ou on réduit l'augmentation de salaire pendant 3 ans. Ça fonctionne? Malheureusement, l'idée est intéressante, c'est ce qui s'est beaucoup fait en Allemagne pendant la crise. Malheureusement, et c'était plutôt destiné aux grandes entreprises et aux ETI, malheureusement, il n'y a eu que quelques accords, je crois qu'on est à 5 accords. Alors il y a des accords emblématiques, notamment chez les 2 constructeurs automobiles, mais il y a eu peu d'accords de signés, et donc il faut se poser la question de pourquoi. Est-ce que c'est un problème culturel? Est-ce un problème de dialogue social dans l'entreprise? Est-ce qu'on n'aurait pas dû le limiter comme on l'a fait, c'est-à-dire limiter que aux entreprises qui connaissent des difficultés manifestes, parce que la modulation du temps de travail dans l'entreprise, c'est la voie du futur pour nous. Donc c'est un bilan contrasté qui mérite qu'on remette cet accord sur la table et qu'on en tire finalement les leçons du fait qu'il ne fonctionne pas très bien. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Il y a eu un couac gouvernemental autour des 35 heures, entre est-ce qu'on abolit, est-ce qu'on n'abolit pas, et finalement c'est Manuel Valls qui a tranché. Qu'avez-vous pensé de ces joutes? Geoffroy Roux de Bézieux. Bon, sur le couac, je ne reviendrai pas. Sur le couac, Emmanuel Macron a dit ce qu'il pensait, et il ne pensait pas qu'il était ministre ou qu'il serait ministre. Donc, mais c'est ça qu'il pense. Mais je pense qu'il a dit dans le point avant d'être ministre qu'il pensait. Bon, maintenant, le sujet, c'est quoi? C'est que en 97, on a fait une loi très française, très colbertiste. À l'époque, le MEDEF, dans un instant de soins de CR, disait tout le monde ne chose pas du 35. Et depuis 97,
cette phrase s'est révélée tout à fait juste. L'économie d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est des modes d'organisation de plus en plus différents. C'est même au sein du même secteur, des manières de travailler très différentes. La loi des 35 heures, c'est quoi? C'est imaginer que finalement, toutes les entreprises ont une organisation sur un seul site, où on rentre le matin, on sort le soir, on est posté, on peut compter les heures. Et c'est une manière très 20e siècle, mais ça, c'est plus possible. Très 19e siècle oui. de compter le travail. On voit bien que de plus en plus, les métiers qui se développent, c'est des métiers autour d'une économie de service, avec des horaires qui ne correspondent pas à « je arrive le matin, je pointe et je sors le soir ». Bon. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reposer la question du temps de travail. Alors, petite précision, on parle toujours des 35 heures, il y a un sujet sur les cadres en France. Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça. Les cadres qui ne sont pas soumis aux 35 heures. Mais qui ont les plus longues vacances d'Europe, avec des jours de RTT qui sont souvent, en tout cas dans les grandes entreprises, très très nombreux, et qui nous posent un problème de compétitivité dans les métiers où le temps de travail des cadres compte. Donc c'est le temps de travail. Et il ne faut pas raisonner, les 35 heures aussi ont un symbole, et on ne raisonne qu'à la semaine. Non, il faut raisonner le nombre de journées ou d'heures de travail dans l'année comparé à nos concurrents. Le sujet, il est vraiment là. Le cadre n'est pas soumis justement à cette oui, mais contrainte on a horaire. échangé. Oui, bien sûr, mais il n'est pas dans la journée, mais on a échangé ça contre des jours de RTT. Donc, le cadre français travaille moins de jours que son homologue allemand. Donc il ne travaille pas assez, c'est ça que vous dites? Il ne travaille pas assez, oui, bon, il vous faut allez le faire dire. des amis. Mais c'est pour ça que je vous avais dit, je vais me faire des amis. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et d'ailleurs, ça a introduit un syndrome, je fais une petite parenthèse, qui est dans les milieux de technologie. Moi, je suis très frappé de voir des jeunes ingénieurs qui parlent salaire, mais ils parlent aussi RTT. Combien vous avez d'RTT? Et ça, vous êtes compétitif. Et non, on ne l'est pas par rapport à des grands opérateurs télécoms qui ont négocié des accords bien plus généreux. Je pense que c'est un vrai sujet. Donc, il y a des RTT chez vous? Oui, oui, c'est légal. Mais ça se renégocie aussi, non? Il y a des oui, ça se renégocie. On est à, je crois, 10 jours de RTT. On est moins généreux que France Télécom. Donc et c'est pourtant un vrai sujet parce que la production d'un pays, d'une entreprise, c'est le nombre de gens qui travaillent multiplié par le nombre d'heures ou de jours où ils travaillent multiplié par leur productivité. Donc je veux bien qu'on ait la meilleure productivité du monde, c'est ce qu'on dit toujours, c'est pas tout à fait démontré, mais enfin en travaillant 10 jours de moins que les autres, on a un problème. Mais ce que je voulais dire, je m'arrête là, c'est que ça doit s'adapter à l'entreprise. Parce que les modes d'organisation de l'entreprise sont très différents. Donc remettre en cause les 35 heures, c'est pas dire tout le monde va travailler 40 heures, payer 35, c'est de dire dans l'entreprise, laissons négocier en fonction des concurrents, en fonction du métier qu'on fait, en fonction même des catégories, parce que c'est pas pareil, adaptation, de la souplesse, parce que dans une prise de télévision comme la vôtre, chez un opérateur télécom ou dans une usine de fabrication de chaussures, on n'a pas du tout les mêmes modes d'organisation. Dire ça, je ne crois pas que ça soit être antisocial et on devrait pouvoir le dire et en discuter sans que tout de suite les vieux conservatismes de ce pays se mettent à hurler. Très bien, on vous a bien compris, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens et nous allons retrouver ensuite notre invité Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président du MEDEF, vice-président des patrons français. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui est le vice-président des patrons français du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Il est interrogé dans cette édition par Nathalie Birchem pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui ouvre le feu de cette deuxième partie de Face aux Chrétiens. Alors vous avez dit ce que vous pensiez des 35 heures. On entend souvent les hommes politiques dire voilà, il faudrait faire comme en Allemagne ou comme dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a des réformes menées en France qui pourraient inspirer d'autres pays, à contrario? À contrario. Oui, c'est une bonne question. Des réformes, je pense qu'il y a des choses qui marchent en France. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon? On peut faire un peu d'autosatisfaction. Il y a une chose qui marche bien, en tout cas au regard du contexte européen, qui est le tissu entrepreneurial. On est un des pays où le capital risque, les créations d'entreprises au sens large et des entreprises de technologie sont plutôt bien portants au regard du reste de la conjoncture. Il y a des choses qui fonctionnent bien. On a un État qui est omnipotent et beaucoup trop, j'allais dire, obèse, mais malgré tout, on a des infrastructures qui fonctionnent bien. Et c'est vrai que, y compris d'ailleurs l'administration des impôts, quand on lève un impôt, il rentre en France, ce qui n'est pas le cas de l'Europe du Sud. Quand on a des transports à faire, on a des infrastructures de transport qui fonctionnent plutôt bien. Donc il y a des choses qui fonctionnent. Sur le plan des réformes, je serais plus dubité, parce que je pense qu'un des problèmes de ce pays, c'est qu'on ne réforme pas. On a une dominante conservatrice qui est très fort. Je crois que la ligne de partage, on parlait de différence gauche-droite tout à l'heure, la ligne de partage aujourd'hui,
au sein du patronat, au sein des syndicats et au sein des politiques, c'est entre ceux qui sont dans le mouvement et ceux qui sont dans le conservatisme, non pas au sens politique du terme, mais au sens presque étymologique du mot, conserver les habitudes C'est et vrai les chez les modèles. patrons, c'est vrai chez les syndicats. Oui, Cette ligne de partage, oui. Chez les syndicats, je vais citer personne, mais enfin on voit les réflexes pavloviens qui se prononcent à chaque fois qu'on essaye de proposer quelque chose, mais ça peut arriver chez les patrons. Justement, quand vous voyez, on aime bien les étiquettes politiques en France. Donc, quand on voit par exemple Manuel Valls davantage applaudi à l'université d'été du MEDEF qu'à l'université d'été du PS, est-ce que vous vous dites qu'on est avec un gouvernement libéral en France aujourd'hui ? Moi, justement, je ne veux pas entrer dans ces étiquettes qui d'abord, pas de manière d'aider Manuel Valls, mais au-delà de ça, oui, je pense que la vraie rupture ou la vraie différence se fait entre ceux qui font le diagnostic qu'on a pris 30 ans de retard, que la France est en train de sombrer lentement. C'est tout le problème d'ailleurs de la France, c'est qu'on n'a pas de rupture ou de crise. On coule très lentement avec tous les amortisseurs sociaux qu'on a, et que donc il est indispensable d'initier un mouvement, malgré les lobbies, malgré les mouvements catégoriels. Et du mouvement, il y en a à droite comme à gauche, mais je reconnais à Emmanuel Valls ou à Emmanuel Macron cette capacité à porter le mouvement. Et les archéo-conservateurs qu'on trouve à droite et à gauche, et qui ont le sentiment que ce pays ne peut pas être réformé, qu'on doit faire de toutes petites réformes, que tout n'est pas si grave, qu'on va s'en sortir. Parce que c'est cette phrase qui dit « on est un grand pays ». Ah oui, ça on l'a été. On l'a été indiscutablement. Est-ce qu'on va le rester? J'en suis pas très sûr. Moi j'ai été assez frappé par l'intervention de certains hommes politiques de droite à l'université du MEDEF qui étaient un peu sur ce thème-là. C'est l'école Chirac, je disais les choses très simplement. Rien de grave, rien de grave. C'est pas grave. On a le temps, on va bouger et on s'en sortira toujours. Mais je crois que malheureusement, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Nathalie Birchem. Néanmoins, pour que les réformes marchent, et je reviens sur les allègements de charges qui vont être consentis aux entreprises d'ici 2017, 41 milliards, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un geste de fait de la part du patronat pour montrer aux Français, pour expliquer ce que vous allez faire de ça? Et je reviens sur les négociations, sur les contreparties. Pour l'instant, elles ne sont pas engagées ou très peu engagées. On l'a vu mercredi avec la réunion au ministère du Travail. Pourquoi vous vous engagez pas plus fort? Je peux rephraser la question, c'est pas la règle du jeu, mais je vais quand même la faire. Les allègements de charges consentis aux entreprises. Vous êtes tout à fait dans le vocabulaire qu'on entend en permanence. Mais on a augmenté les impôts de 60 milliards et on nous dit, dans les 4 prochaines années, on va vous les rebaisser de 40 milliards. Donc, ce n'est pas des allègements de charges consentis aux entreprises. C'est les gens qui produisent des richesses, et les seuls, parce que ce n'est pas l'État qui produit de la richesse, très clairement, ni les associations, qui sont taxés en permanence et à qui on dit on vous a pris 60 et on va vous rendre 40. C'était une demande des entreprises auxquelles le gouvernement a accédé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même ramener les choses dans le bon ordre. Bon, une fois qu'on a dit ça, ce mot contrepartie, Pierre Gattaz a eu l'occasion de le dire, est totalement surréaliste. Puisque, encore une fois, il y a plus 60, moins 40. Qu'est-ce qu'on va faire de cette diminution des impôts? Je l'ai dit, chaque entreprise va faire des choses différentes. Donc, cette idée qui est une vision... alors là, c'est paléontologique de l'économie, de croire, c'est soviétique de l'économie, excusez-moi de dire ça, mais de croire qu'on peut dresser un tableau et dire on met 41 milliards d'un côté et il y aura 17 milliards d'euros dans les investissements, c'est une vision, je vous dis, Gosplan de l'économie, ou plan calcul, pour prendre une référence française. Donc les négociations ne vont pas avancer plus. Sur les branches, voilà. Il y a 37 branches, je prends le chiffre de François Rebsamen hier soir ou de ce matin, qui ont entamé des négociations avancées. Sont quoi ces négociations? C'est de dire, au niveau de la branche, voilà de manière directionnelle quelle mobilisation on peut prendre. Mais ça ne peut pas être des contreparties, parce qu'encore une fois, personne n'a le pouvoir d'obliger un chef d'entreprise à embaucher ou à investir. Donc ça peut pas être des accords, c'est ça que vous nous dites. C'est pas contraignant. Il y aura des accords, mais ces accords de mobilisation, ça ne peut pas être... C'est ce mot contrepartie que je condamne. C'est-à-dire de croire que, de manière automatique, ou sauf si on change de système économique et qu'on quitte l'économie de marché, ce qui est une hypothèse que certains caressent peut-être, mais ce n'est pas dans l'hypothèse dans laquelle je me place. Mais dans une hypothèse d'économie de marché, croire qu'on va obliger une entreprise à embaucher, c'est surréaliste, même en lui baissant ses impôts. Il y a une étude de la BPI qui est sortie sur les problèmes d'investissement. Pourquoi vous n'investissez pas? Il y a 2 réponses qui détachent très majoritairement. Faiblesse des marges, petit 1, et insuffisance de la demande, petit 2. Des demandes des entreprises ou des clients finaux. Voilà. Donc c'est ça le sujet, c'est mon carnet de commandes et mes marges. Donc
le CICE, le pacte permet de reconstituer marge. Et donc derrière, il y aura de l'investissement. Mais vouloir le faire de manière, j'allais dire, automatique, liée, contractuelle, c'est ne pas comprendre comment fonctionne l'entreprise. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Cette faiblesse qui empêche peut-être d'embaucher, elle est en France ou elle est à l'international? Est-ce que vous voyez une différence très forte? L'économie mondiale se porte bien. C'est ça la réalité. Quand je vois Arnaud Montebourg qui dit oui, en Europe, tout va mal, etc. D'abord, le monde se porte bien. Les États-Unis ont fait un trimestre de croissance qui les met sur une base annuelle de 4%. 4%. La croissance mondiale, ça sera à 3,6, 3,7. Hein, les émergents se portent très bien. L'Afrique se porte bien. Parce que pendant que nous, on est en train de dire du mal des entreprises et de l'économie de marché, c'est vrai que le monde entier, eux, ils ont fait le choix de cette économie et ils en profitent largement. Et puis en Europe, qu'est-ce qui se passe? Tous les autres ont fait les efforts. On parlait de rigueur budgétaire. Quand j'entends le mot austérité en France, regardez ce qui s'est passé en Europe du Sud, regardez ce qui s'est passé en Grèce. Là, les gens ont vraiment souffert. Les mesures ont été terribles. Même en Angleterre, il y a eu 520 000 fonctionnaires dont on a mis fin au contrat, parce que c'est possible en Angleterre. Et puis aujourd'hui, il se passe quoi? Tous ces pays ont des taux de croissance supérieurs aux nôtres, parce qu'ils ont fait les réformes et les efforts. Donc oui, autour de nous, la croissance repart. Le problème, c'est que, encore une fois, notre appareil productif n'est pas en mesure d'en bénéficier autant qu'il devrait. Alors, il y a un petit coup de mieux qui devrait se profiler à cause de la baisse de l'euro. Ça, c'est une très bonne chose, puisqu'on avait quand même ce petit handicap sur la demande mondiale. Mais comme 60% de nos exportations sont dans la zone Europe, ça va ne bénéficier que à ceux qui exportent en dehors de la zone euro, et donc plutôt les grandes entreprises. Romain Mazenot, RCF. Alors, vous êtes un partisan de la réforme des seuils sociaux, ces normes qui s'imposent à partir des seuils sociaux, j'ai dit des seuils, non, c'est pas des seuil, normes. Oui, mais Non, pas les seuils sociaux, seuils. Des seuils. Parce qu'il n'y a pas Vous allez me d'obligation dire pourquoi. sociale. Alors en tout cas, vous dites au MEDEF que cela permettrait de créer 50 000 à 100 000 emplois, je crois, c'est ce que dit Pierre Gattaz. Quelle est votre démonstration? Parce que c'est une réforme qui ne fait pas l'unanimité en termes d'efficacité sur la création d'emplois. Alors, est votre le premier point, c'est et ça je trouve très important, ce ne sont pas les seuils sociaux. C'est-à-dire, enfin, c'est pas pour jouer sur les mots, mais à chaque seuil, il y a un certain nombre d'obligations qui sont d'ordre social. Donc à chaque seuil tout du nombre de salariés. Tout le monde connaît seuil de nombre de salariés. Voilà. Tout le monde connaît le comité d'entreprise quand on passe de 49 à 50. Mais il y a aussi beaucoup d'autres obligations fiscales et administratives. Par exemple, le versement de transport, quand vous passez de 19 à 20, qui s'applique sur tous les salariés. Donc, pour donner un exemple concret, vous avez une entreprise de 19 personnes en région parisienne. Vous embauchez un 20e salarié, vous avez une taxe supplémentaire de 2,70%, je crois, sur vos 20 salariés. Donc vous renchérissez le coût du travail de 2,70%. Quand vous avez une marge bénéficiaire en bas qui se situe en moyenne, notre entreprise en région parisienne, c'est 1%, vous tombez dans le rouge. Donc la démonstration que j'essaye de faire, c'est qu'un chef d'entreprise qui a 19 salariés, s'il a des surcroît d'activité, s'il a un carnet de commandes, il va prendre de l'intérim, il va prendre des stagiaires, il va prendre des CD, il va tout faire. Il ne va pas pour dépasser éviter. ce seuil. Et d'ailleurs, les statistiques montrent qu'il y a 2,5 fois plus d'entreprises, je ne sais plus, à 49 qu'à 50, etc. Donc ça, il faut desserrer. Donc, on pose la question, encore une fois. Il ne s'agit pas d'être contre le CE ou contre le délégué du personnel qui passe de 9 à 10. C'est les seuils, ça n'existe pas ailleurs. Ils se sont amplifiés dans les dernières... C'est une particularité française. C'est très amplifié dans le droit français. Il y a quelques effets de seuil, mais pas de cette manière-là. Petit 1. Petit 2, il y a quand même des statistiques qui montrent qu'il y a plus d'entreprises en dessous des seuils qu'au-dessus. Et petit 3, il y a un renchérissement de l'activité qui est objectif. Bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans, ou on essaye de poser la question et de voir ce qu'on peut faire. Voilà l'attitude du MEDEF. Alors, les 50 000 à 100 000 emplois, ça vient d'une étude de McKinsey. Pas MEDEF qui le dit, c'est MEDEF l'a repris. Est-ce qu'il se trompe? Je ne sais pas. Bien sûr qu'il faut expérimenter. Mais cette attitude qui consiste à dire, ce qu'on a vu comme déclaration des leaders syndicaux, ah non, il est hors de question de toucher au seuil, mais il est hors de question de toucher au seuil, et donc on va continuer avec 5 millions de chômeurs, on va continuer avec une croissance. Continuons comme avant. Réformer les seuils effectifs, d'accord, mais alors comment? On les suspend, on les lisse, on les change? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, comme il y a une négociation qui s'ouvre, vous comprendrez que je ne donne pas de détails des propositions qu'on va faire, dont on réserve la primeur aux partenaires sociaux. Il y a une chose que je peux vous dire, qui va vous montrer l'aberration de notre système administratif, c'est que la manière de calculer les seuils n'est pas la même suivant les obligations. Autrement dit, vous ne passez pas le même seuil en fonction, puisqu'on compte, alors est-ce qu'on compte les stagiaires justement, est-ce qu'on compte les intérimaires, est-ce qu'on compte sur une année glissante ou sur les 3 dernières années? Donc il y a une chose simple à faire, qui j'espère sera consensuelle,
au-delà comment dire, de déplacer les seuils, qui est d'harmoniser la manière dont on compte, pour que ça soit le plus simple possible pour un chef d'entreprise qui sait que s'il passe le seuil de 10, il le paye pour toutes les obligations. Bon. Au-delà de ça, il faut frapper un grand coup. C'est-à-dire, ce que je ne crois pas, c'est qu'il faille faire la énième petite réforme. Il y a du jeu des choses. On vous donne 1 an pour vous adapter. On fait un moratoire sur certaines obligations. Non, il faut vraiment déplacer. Ouais. Mais non, parce que sinon, il n'y aura pas d'impact. Et on nous dira, ah ben vous avez les seuils, il ne s'est rien passé. Et nous, on dira, non, on n'a pas eu la réforme qu'on voulait. Vous voulez faire descendre les gens dans la rue, au fond? Je crois pas que... Je vais vous dire, je crois que les Français, vous savez, les Français, ils voyagent. Ils voient ce qui se passe dans le monde entier. Ils lisent les journaux, regardent la télévision. Ils voient que tout le monde s'en sort, sauf nous. D'ailleurs, il y avait un sondage des Échos très intéressant, je suis de citer un de vos confrères, qui disait que les Français trouvent qu'on ne fait pas assez pour les entreprises. Quand même assez étonnant, hein, comme sondage. Donc je pense que les Français ont bien plus de bon sens que leurs représentants politiques ou syndicaux. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Alors, on comprend bien dans votre propos que donc, il y a les aberrations du système administratif, de la fiscalité, de l'État, etc. Et vous avez dit, avant, le monde entier est en période de croissance, mais la Croix, justement, pas plus tard que cette semaine, produisait une enquête disant qu'en fait, on va vers un monde où la croissance va inévitablement stagner. C'est-à-dire, c'est fini les croissances à 2 chiffres, et même à l'échelle du monde, 3%, bon, ce ne sont pas des chiffres qui vont être mirobolants, peut-être suffisants. Est-ce qu'il n'y a pas donc une responsabilité même conceptuelle dans cette idée qu'il y a une croissance inévitable, définitive, durable, alors qu'en fait on est dans une croissance peut-être sans emploi? Définitivement. Geoffroy Roux de Bézieux. Je ne peux pas résister à citer une des toutes premières pages de la Bible, croissez, multipliez-vous. Certes. Bon, non, alors pour être sérieux, cette étude, qui n'est pas encore sortie, je pense, j'ai pas lu la Croix, mais Le Monde y avait fait allusion, c'est quelque chose qui dit en gros, alors je sais peut-être contredit, que les gains de productivité initiés par toutes les révolutions technologiques vont décroissant, et que donc en gros, c'est la révolution de l'électricité, de l'automobile, etc., qui produisait des gains de productivité, qui permettaient de faire une croissance tendancielle de 3-4% par an, les nouvelles technologies vont plutôt faire 1 à 2%. Alors, je n'ai pas lu l'étude, donc c'est difficile de répondre. Je crois, moi qui suis immergé dans les nouvelles technologies depuis 20 ans, je crois fondamentalement que c'est une erreur. Mais je reconnais que c'est un sujet et qu'il faut en débattre avec des économistes et essayer de comprendre. Je pense que les inventions, les innovations, les gains de productivité industriels et de services que permettent les nouvelles technologies, on n'en est qu'au début. On discutait avant l'émission sur le lancement d'iPhone qui s'est produit hier. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont venir. Au-delà de ça, de quoi parle-t-on en France? On ne parle pas d'une croissance de 5%. On parle d'essayer de retrouver une croissance tendancielle de 1 ou à 2%. Et tous les autres pays de l'OCDE, j'essaie de comparer ce qui est comparable. Je ne parle pas de Chine, je ne parle pas de... Le fond. Alors, qu'il y ait des questions sur la croissance tendancielle, qu'il y ait des questions sur la croissance et l'environnement, qui est un vrai sujet, et les ressources naturelles, je crois que personne ne le débat, et on est prêt à en discuter. En attendant, remettons-nous dans la course. Très bien, nous arrivons au terme de cette deuxième partie de Face aux chrétiens. Je vous rappelle notre invité Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président du MEDEF, donc vice-président des patrons français, également président de l'opérateur téléphonique Virgin Mobile. Nous le retrouvons dans quelques instants. Restez avec nous, merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité, je vous le rappelle, est le vice-président des patrons français, Geoffroy Roux de Bézieux. Il est interrogé par Nathalie Birchem pour La Croix, par Romain Mazenot pour RCF et par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. C'est Louis Dauphren qui ouvre le feu de cette troisième partie. Il y a naturellement encore beaucoup de sujets à débattre. Mais alors, je voulais simplement vous poser une question un peu initiale. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le pape François, qui fustige la tyrannie invisible de l'argent, qui est suspecté de communisme? Geoffroy Roux de Bézieux. Parce qu'il est suspecté de communisme. Depuis toujours, il y a toujours eu un malaise entre l'Église catholique et l'argent. Ça ne date pas du pape François, et on peut citer des tas d'exemples. Quand on regarde la doctrine sociale de l'Église, il y a des passages où effectivement le rapport entre le profit et le dogme, c'est assez compliqué. Moi, je fais partie de ces chrétiens, de ces catholiques qui essayent de convaincre les gens autour de moi, mais en particulier les gens qui fréquentent assidûment, on va dire, le milieu catho, qu'au contraire,
plus on entreprend, plus on crée de la richesse, plus on permet aux gens de sortir de la pauvreté, plus on fait acte, presque, j'allais dire, on se conduit en chrétien. Alors, qu'il y ait des dérives, qu'il faille condamner certains excès du capitalisme, personne ne le nie. Moi, j'ai lu l'encyclique, j'étais assez à l'aise avec ça. Et ça serait quoi pour vous, Geoffroy Roux de Bézieux, le plus d'un patron catholique, vous vous définissez comme tel? C'est quoi votre singularité? Question difficile, parce que comme tout catholique, je suis un mauvais catholique, donc je pêche très régulièrement. Et donc nous allons vous pardonner, mais expliquez-nous quand même. Donc la question, c'est pas moi, c'est finalement une espèce d'aspiration. Hein. C'est quoi le but ou l'aspiration, même si c'est difficile à pratiquer tous les jours. Moi, j'ai envie de dire, c'est un devoir de vérité. C'est-à-dire que être patron, c'est prendre des décisions, et il y a des décisions qui sont faciles. Lancer une activité, embaucher des gens, enfin quand ça marche, c'est facile, mais par définition, il y a aussi des moments difficiles. Et quand on doit licencier quelqu'un, fermer une activité, c'est toujours un moment difficile. Et je pense que le devoir de vérité, c'est de ne pas mentir à quelqu'un. Quand quelqu'un ne fait pas l'affaire, parce qu'il n'est pas au niveau de performance qu'on attend, parce qu'il n'est pas bon dans son job, il faut être capable de, quand c'est quelqu'un avec qui on travaille directement, lui dire, et pas le faire faire par quelqu'un d'autre, et lui dire la vérité, lui expliquer pourquoi, lui expliquer quels sont ses points forts, ses points faibles, et pourquoi ses qualités ne fonctionnent pas dans l'entreprise. C'est pas toujours facile, mais je pense que c'est quelque chose que je m'astreins. C'est pas la responsabilité de tous les patrons ? Nathalie Birchem ? Oui, ça devrait peut-être être la responsabilité de tous les patrons, c'est vrai, je ne suis pas sûr que tout le monde le fasse. Que pensez-vous du fait, si on raisonne à l'échelle d'un système, de la façon dont fonctionne le système, que vous avez beaucoup de jeunes issus de grandes écoles, intelligents, talentueux, qui vont dans la finance, dans les filières les plus lucratives, souvent à l'étranger. Est-ce que ça, c'est vous qui êtes entrepreneur, est-ce que c'est une bonne façon de faire fonctionner le système capitaliste ? Geoffroy Roux de Bézieux. Je ne sais pas si c'est sur le système, mais c'est en tout cas sur le système français. Bon, on a d'abord un énorme problème dans notre système d'éducation, hein, qui est un problème double, c'est-à-dire qu'il ne produit pas assez de gens, enfin il produit un petit noyau de gens très intelligents, mais pas assez globalement de diplômés, et il y a une composante endogène très très forte. Ils se ressemblent tous. Ouais, enfin, c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a une reproduction sociale, je ne vais pas faire du Bourdieu de bas étage, mais on a quand même un vrai sujet, d'endogamie des élites. Après, sur le point particulier, il se trouve, moi j'ai un fils qui est dans une école d'ingénieurs réputée pour produire beaucoup de financiers, le pourcentage est retombé. Depuis une dizaine d'années, dans les grandes écoles, il y a plutôt une recherche de sens, en tout cas en partie, qu'une recherche d'argent. En tout cas, ça s'est rééquilibré. Non, il y a un autre problème dans ce que vous citez. Donc ils deviennent ingénieurs, en fait. Ils deviennent, pas forcément ingénieurs, enfin en l'occurrence ingénieurs, mais ingénieurs pas forcément au sens ingénieur de production, mais ils rentrent dans des métiers qui sont des métiers plutôt de production et pas des métiers d'accompagnement. Sachant que, pour dire les choses, il faut des gens qui vont dans la finance. La finance, elle fait partie du capitalisme. Moi, je suis entrepreneur, j'ai besoin de gens qui me financent. Et surtout au début, quand je n'avais pas d'argent. Donc, il ne faut pas se tromper sur le sujet. Mais ce qui est évidemment dommage, c'est que vous ayez 90% d'une promo de l'X qui aille chez Goldman Sachs. Là, ça pose un problème. Mais il y a un autre point, juste pour finir, c'est l'étranger. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, est très inquiétant. C'est une fuite ? Il y a une fuite. On parle de l'exil fiscal, mais d'une certaine manière, l'exil fiscal, c'est très dommageable. C'est de l'argent qui n'est pas dépensé en France, mais c'est des gens qui, en général, ont monté l'emprise, l'ont vendu et sont plutôt sur un mode retraite rentier. Mais les cerveaux ou l'élite de la nation qui part pour ne pas revenir, là, je pense qu'on a un vrai gros problème. Qui partent, c'est formidable, parce qu'ils vont s'enrichir une expérience à l'étranger, je trouve ça formidable. Mais aujourd'hui, je sens et je vois des gens qui partent pour ne pas revenir. Ils s'exilent de ce pays. Pardon ? Vous avez des études précises là-dessus ? Non, malheureusement, et c'était un vrai sujet. Bon, c'est pas tout à fait, j'allais dire, dans le périmètre du MEDEF, c'est indirectement dans le périmètre du MEDEF. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse face à ce sujet-là. Romain Mazenot, RCF. Vous parliez d'un malaise entre l'Église et l'argent. Il y en a un qui n'est pas à l'aise avec l'argent, apparemment, c'est Thomas Thévenoud qui n'a pas payé ses impôts. Il n'est plus secrétaire d'État au commerce extérieur, mais il veut rester député. Ça vous choque ? Oui, je ne veux pas tirer sur une ambulance, mais le devoir d'exemplarité des politiques qui a été très, 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 très largement bafoué depuis très, 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 très longtemps,
ça fait monter effectivement ce rejet de la politique, ce rejet des partis de gouvernement. Donc oui, malheureusement, je ne connais pas M. Thévenoud, mais il ne peut pas rester. Ça fait monter le populisme en tout cas. Oui, il y a un sujet d'exemplarité. Alors, je vais, j'allais dire, battre ma couple, aussi pour les patrons. Il y a eu des cas, on en voit beaucoup moins, d'ailleurs personne ne le souligne, mais toutes les affaires qui avaient défrayé la chronique de rémunération disproportionnée, le MEDEF a fait beaucoup de travail, il y a un code... Les grands patrons gagnent quand même beaucoup d'argent. J'ai dit disproportionné. Oui, voilà. ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils le méritent. Et ça, je suis prêt à le c'est clair défendre, pour vous. y compris devant le pape François. Mais, Ça, c'est clair pour vous. je parle bien pour moi, si vous voulez, pour des choses simplement, il y avait des patrons qui avaient gagné beaucoup d'argent en situation d'échec. Et ça, c'est pas acceptable. Je remarque simplement que depuis quelques années, avec le code AFEP-MEDEF, avec de l'autodiscipline, avec la pression des médias, il faut le dire, des politiques, parce que ça a joué, de l'opinion publique, on est dans une démarche qui est quand même beaucoup plus acceptable. Vous aurez toujours des gens qui diront ils gagnent trop d'argent, parce que est-ce que c'est normal de gagner tant et tant? Peut-être. Mais en tout cas, vous avez eu beaucoup moins de scandales. Et donc, les politiques ont un devoir d'exemplarité. Donc, M. Thévenoud, comme M. Cahuzac, doit changer de métier, très clairement. Nathalie Birchem-Lacroix. Nothing personal, comme on dit. Il y a une autre réforme sur laquelle je voudrais vous interroger, c'est celle de l'ouverture dominicale. En tant que dirigeant du MEDEF et en tant que patron chrétien, où placeriez-vous le curseur dans cette ouverture? J'assume les deux. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. D'abord, vous avez beaucoup de gens qui travaillent le dimanche, aujourd'hui. 1 sur 3. Un peu moins, je crois. Si je crois qu'un sur 3, c'est soir et dimanche. Ouais, donc vous avez déjà beaucoup de gens qui travaillent le dimanche. Bon, premier point. Deuxième point, il faut dire les choses. La fréquentation dominicale de la messe quand même concerne très très peu de Français. On peut le regretter, mais c'est comme ça. C'est quand même 4-5 millions tous les dimanches. Quand même. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup de gens qui travaillent. Parce que malheureusement, on sait bien que l'âge moyen n'est pas en train de rajeunir. Et donc, quel est le sujet? C'est est-ce qu'on peut permettre à d'autres gens volontaires de travailler le dimanche pour mieux gagner leur vie? Je ne vois pas en quoi c'est contradictoire avec, j'allais dire, Est-ce que ces volontaires consentent toujours librement? C'est ça la question qui est posée. C'est la liberté du consentement. Oui, on ne fait pas travailler les gens le dimanche contre leur volonté. La question, c'est est-ce qu'ils préféraient... Le supermarché, je ne suis pas sûr qu'elle décide vraiment de savoir si elle veut travailler le dimanche. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Ça, c'est légal. Non, mais la question que vous posez en creux, que je peux comprendre, c'est gagnant pas bien sa vie, elle a besoin de nourrir sa famille. Et donc, si elle pouvait ne pas travailler tout court et être retraitée, gagner l'auto, elle ne le ferait pas. Enfin, elle le ferait, pardon, excusez-moi. Donc, de la même façon, si elle pouvait ne pas travailler le dimanche. Maintenant, je reviens un peu au point de départ. Dans ce pays où on ne travaille pas assez, je pense qu'il faut travailler plus. Et donc, travailler plus, c'est plus longtemps. Et c'est le soir, et c'est le dimanche. Mais là où je ne suis pas le raisonnement de l'Église, je le dis simplement, c'est que ça ne privera pas des gens qui ont besoin de spiritualité d'assister à la messe ou de prier. D'ailleurs, excusez-moi, mais la messe du samedi soir existe depuis très longtemps. Ça n'enlèvera pas des parts de marché à l'église, ça que vous dites. Oui, parce qu'aujourd'hui, à la messe, ça montre une certaine engagement et motivation. Donc, honnêtement, je trouve qu'on s'arc-boute sur un symbole. Mais ce n'est pas son seul souci. Son souci, c'est le 7e jour, c'est le jour de repos, voilà. Bon, d'abord, si on reprend la Bible littéralement, le 7e jour, je ne suis pas sûr que c'était le dimanche. Je ne veux pas polémiquer là-dessus. Je trouve qu'on s'arc-boute sur un mauvais symbole. Voilà, je dis les choses assez simplement. Mais je sais que ce n'est pas la position officielle de l'Église. Mais plus généralement, c'est intéressant pour la collectivité si ça crée de l'emploi, si ça permet à des gens d'avoir des revenus supplémentaires. Mais dans votre raisonnement, qu'est-ce qui vous permet d'être sûr que l'argent qui sera dépensé dans des magasins ne le sera pas soustrait à d'autres magasins? C'est-à-dire que ça ne sera pas juste un phénomène de cannibalisation entre les grandes... Parce que vous avez des gens qui n'ont pas le temps de faire leurs courses en semaine, et pour qui, parce qu'ils ont des horaires de travail, ils voyagent, etc., pour qui l'ouverture du dimanche est une opportunité formidable. Mais je reviens, si vous voulez, à de l'économie de base. C'est-à-dire, encore une fois, la richesse d'un pays, c'est le nombre de gens qui travaillent, leur productivité et le nombre d'heures, de jours de travail. Donc, par définition, en augmentant l'activité, on crée de la richesse. J'ajoute un dernier argument, c'est que Amazon est ouvert le dimanche. C'est-à-dire une fois de plus, on se met dans un contexte où on se met en désavantage versus une concurrence
qui, elle, n'a pas de ce type de contraintes. Vous souhaiteriez aller jusqu'où, alors, du coup Augmenter l'ouverture Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense qu'on peut déjà faire un gros effort sur toutes les zones touristiques, Paris et les grandes métropoles, où les touristes qui viennent le dimanche ou le week-end ne comprennent pas qu'ils ne puissent pas faire leurs courses. Très clairement, c'est un handicap pour la destination France. On arrive bientôt au terme de cette édition. Romain Mazenot, RCF. Vous soutenez activement le projet d'une exposition universelle à Paris en 2025. Alors où est-ce qu'on en est et combien ça coûte d'organiser une exposition universelle? Geoffroy Roux de Bézieux. Combien ça coûte, je ne sais pas. Pas encore, oui. Pas encore. Moi, je trouve qu'on a besoin de projets dans ce pays. Parce que, bon, on a commencé l'émission en disant tout va mal, mais à un moment, il faut essayer de mobiliser les patrons, mobiliser les salariés, mobiliser les Français sur des choses positives. L'Expo universelle n'a pas eu lieu à Paris depuis, je crois, 1906 ou 1910. On était les inventeurs de cette expo. Je trouve que trouver une vitrine... Pardon. Il y en a eu 6 en France. Oui, mais entre 1970 et trouver. Et c'était à l'époque, c'est là où on a montré la Tour Eiffel, c'est là où on a fait les premières démonstrations d'électricité. Enfin, c'était une vitrine du savoir, de la French Tech. Ça ne s'appelait pas la French Tech à l'époque. Je l'ai dit tout à l'heure, dans les technologies et dans les nouvelles technologies, la France se débrouille pas mal. On a du mal à les commercialiser, mais on se débrouille pas mal. Donc je trouve que c'est un formidable vecteur pour remontrer. Bon, je vais donner un poncif, mais la France qui gagne, quoi. Et redonner le moral. Redonner le moral. Louis Dauphren, une toute dernière question. Vous avez dit tout à l'heure travailler plus, ça fait penser évidemment à un slogan. Oui, je savais que... Forcément. Est-ce que vous allez rencontrer Nicolas Sarkozy? Il a augmenté les impôts de 30 milliards, vous avez dit tout à l'heure, pour, je ne sais pas, le conseiller, afin qu'il prenne une décision et qu'il aille dans un certain sens, si jamais il décide d'y aller pour 2017. Geoffroy Roux de Bézieux. Pas spécialement Sarkozy. Nous, on rencontre régulièrement les parlementaires de droite comme de gauche, évidemment ceux qui sont candidats. On passe un message très simple à l'opposition aujourd'hui, c'est faites le diagnostic de vos erreurs, pas juste celles des 5 dernières années, enfin du quinquennat, des 30 dernières années, puisque la droite est au pouvoir plus que la gauche. Et parce que l'augmentation de la dette, des impôts, le fait qu'on dépense aujourd'hui 57% de notre PIB c'était aussi la l'aide publique, mais bien sûr, c'était même presque plus la droite pour prorata de leurs années de gouvernement. Donc il y a quand même un logiciel à changer. Alors évidemment, aujourd'hui, dans l'opposition, les discours sont plus martiaux, si j'ose dire, et plus réformateurs. Nous, ce qu'on espère bien, c'est que la logique de mouvement l'emporte sur la logique de conservatisme, quel que soit le parti au pouvoir. Très bien, ce sera votre dernier mot, Geoffroy Roux de Bézieux. Je rappelle que vous êtes le vice-président des patrons français du MEDEF. Vous êtes également le président de l'opérateur téléphonique Virgin Mobile. Notre invité la semaine prochaine sera le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver toutes nos émissions sur les sites des partenaires, les sites de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. En tout cas, merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.